Bien, donc des interrogations sur comment aller plus loin pour la suite et suggestions sur les droits qu'il faudrait préserver, enfin mettre en avant pour justifier cette institution nouvelle et ces institutions nouvelles. Donc il nous reste presque une heure pour un échange avec vous dans la salle. Tu peux me passer l'autre ? Pardon, il est prêt. Donc qu'est-ce qui... Thomas et Guillaume voulaient venir Bah oui, mais... Qu'est-ce qui veut bien ouvrir le bal? Des interrogations, des interpellations? Vous présentez. Oui, bonjour, Christophe Desté, CEPI. Merci d'abord pour cette présentation très intéressante. Et effectivement, qui tire une grande richesse de sa pluridisciplinarité. Néanmoins, je n'ai pas lu votre livre, donc je peux faire des erreurs d'analyse, mais je m'interroge sur votre point de départ. Votre point de départ, c'est il y a eu une mutation institutionnelle qui a changé la nature de la gouvernance en Europe, et on veut hacker le système pour lui réinsuffler de la démocratie. Il me semble que le point de départ, c'était plutôt un malentendu fondamental entre, pour parler vite, l'Allemagne et la France sur le fonctionnement de la monnaie unique, et que ce malentendu s'est exprimé dans toute sa splendeur dans les années 2008-2012. Donc ma question, c'est est-ce que à travers ce principe démocratique, vous ne voulez pas plutôt combattre la minorité démographique que représente l'Allemagne dans la zone euro, plutôt que la construction institutionnelle que vous avez théorisée tout à l'heure? Et j'ai une question annexe, c'est dans votre Parlement, il y a des délégués de parlements nationaux. Ces parlements nationaux ne sont pas élus avec les mêmes modes de scrutin, et une voix telle qu'elle s'exprime à travers le mode de scrutin en Allemagne n'est pas la même chose qu'une voix telle qu'elle s'exprime avec le mode de scrutin en France. Donc comment résolvez-vous cette contradiction? Guillaume, vous voulez tenter une réponse à un aspect, ou Thomas? Sur l'Allemagne. Oui, sur l'Allemagne. Alors, est-ce que le but, c'est de constater que l'Allemagne est démographiquement minoritaire? Non, je crois pas qu'on peut résumer les choses comme ça, pour une raison simple, c'est que ce type de proposition qu'on poursuit ici dans cette proposition de traité, en fait, au départ, a été beaucoup plus poussée en fait en Allemagne qu'en France. Voilà, pour dire les choses simplement. C'est-à-dire qu'il y a eu des propositions très explicites d'union politique et parlementaire faites par des dirigeants allemands au cours des dernières décennies, en particulier le fameux discours de Joschka Fischer en mai 2000 à l'université Humboldt à Berlin, dans lequel il explique sa vision d'une Europe plus démocratique, d'une fédération plus démocratique, et il propose, le cœur de sa proposition, c'est de dire qu'il faut absolument revoir complètement notre conception du parlementarisme en Europe, et il faut une première chambre qui s'appuie sur les députés nationaux. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on propose ici. À l'époque, les dirigeants français, la gauche française en particulier, mais la droite française, les dirigeants français, n'ont même pas daigné répondre à cette proposition, qui n'avait rien de parfaite, de solution miracle, mais qui mettait des choses nouvelles sur la table. Et de façon générale, on retrouve très souvent au cours des dernières décennies des propositions allemandes d'union politique parlementaire auxquelles la France n'a jamais répondu. C'est-à-dire que la France a une longue tradition de plaintes continuelles face à l'Europe, Bruxelles, l'Allemagne, tout ça, mais une faible tradition de propositions. Et donc, je crois,
je crois vraiment que nous, la façon dont on voit ça, en tout cas, moi, la façon dont je vois ça, c'est que ça participe. Nous, on n'a vraiment rien inventé, évidemment, dans cette histoire. On se continue de passer des idées qui étaient déjà là, de les passer à une étape suivante. Mais on le voit, moi, je le vois un peu comme une réponse avec 17 ans de retard au discours de Joschka Fischer, auquel la gauche française n'a pas répondu à l'époque, avec le résultat, en partie, qu'on s'est retrouvé avec un traité constitutionnel européen en 2005 qui était beaucoup moins innovant sur le plan démocratique que ce que proposait Fischer ou que ce qu'on propose là, puisque ce traité constitutionnel européen de 2005 consolidait le côté intergouvernemental, le pouvoir des conseils des ministres des Finances, des chefs d'État, consolidait la règle de l'unanimité en matière fiscale, donc empêchait toute justice fiscale, tout impôt commun, donc un traité très conservateur, pour lequel j'ai voté oui à l'époque, mais moi je suis pas particulièrement fier. Enfin, je veux dire, je pense qu'il n'y avait pas de bonne réponse à ce mauvais traité, et en partie parce que aussi la France à l'époque et les dirigeants français, en particulier de gauche à l'époque de Fischer, c'était Jospin qui était au pouvoir, n'avaient pas pris la peine d'essayer de trouver un projet plus satisfaisant, et donc d'où la gauche s'est divisée, etc., etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est temps de reprendre les cheveux de taureau par les cornes et d'arrêter de prétendre que les institutions adoptées à la suite de ce référendum avorté de 2005, mais finalement adopté dans le traité de Lisbonne en 2007, sont des institutions parfaites, et que la seule chose qui nous bloque, c'est qu'on a des responsables politiques nationaux qui sont indécrotablement anti-européens, et que pour peu qu'ils le soient un peu moins, tout fonctionnerait bien. Non, je pense que les institutions elles-mêmes ont une part de responsabilité et méritent d'être pensées, et moi j'ai été très sensible à ce que disait Paul sur la nécessité d'une rupture institutionnelle et d'une assemblée impliquant les députés nationaux pour éviter justement, et d'ailleurs c'était l'argument de Joschka Fischer dans son discours de 2000, si vous le reprenez, d'éviter que se forme un gouffre insurmontable entre les institutions démocratiques nationales, donc les parlements nationaux, et les institutions démocratiques européennes. Et cette attitude qu'on entend parfois à Bruxelles, mais pas parmi tous les parlementaires européens, loin de là, qui consiste à dire, voilà, les députés nationaux, ces bouseux là, qu'ils restent dans leur circonscription, inaugurer les fêtes locales et qui nous embêtent pas avec les questions européennes. Je pense que c'est une attitude qui est finalement profondément anti-européenne, parce qu'on ne fera jamais fonctionner l'Europe de cette façon-là. Il faut faire travailler ensemble ces députés nationaux et ces députés européens. Donc voilà, ça dépasse de très loin les petits différends franco-allemands qui sont devenus importants ces dernières années sur certains points, avec le plus gros excédent commercial allemand depuis un siècle, un des plus gros déficits commerciaux français depuis un siècle. En fait, c'est surtout vrai sur l'excédent commercial allemand. Enfin bref, des divergences économiques très lourdes qui ont fini par poser des problèmes lourds. Mais je pense que le débat, ces questions existaient déjà avant ça, et l'erreur de Maastricht de 1992, elle est autant française qu'allemande. Donc tout ça a été conçu à une époque où aussi on croyait tous tellement dans l'indépendance des banques centrales comme horizon indépensable de la réflexion économique et monétaire, que voilà, la meilleure façon de faire une monnaie totalement indépendante, c'est de la faire sans gouvernement, sans État, sans Parlement, sans impôts, sans budget, pour être sûr qu'elle était vraiment bien indépendante. Mais ça, c'est une erreur intellectuelle collective qui dépasse de très loin la question allemande, et ce serait trop facile de tout renvoyer à l'Allemagne. Bon, je m'arrête parce que... Oui, simplement pour la défense de Jospin, c'était aussi une période de cohabitation où les réponses à ce genre de choses n'étaient pas forcément très simples. Stéphanie ou Antoine, un mot sur la composition du Parlement et les différents modes de scrutin ? Bon, oui, de toute façon, c'est déjà la situation du Parlement européen. Enfin, l'élection du Parlement européen, c'est 28 élections construites selon 28 modes de scrutin, qui ne sont même pas d'ailleurs le même jour, etc. Donc on ne peut pas reprocher du coup à cette Assemblée parlementaire de ne pas être construite. Donc il n'y a pas de... On peut espérer peut-être mettre des principes communs, mais l'idée d'un alignement ne me paraît pas une bonne idée. D'ailleurs, d'une certaine manière, l'idée qu'on évoquait là, c'est-à-dire d'un parlement, des parlements nationaux, donc d'un espace démocratique qui s'appuie justement sur les démocraties nationales, ça suppose déjà de passer outre, enfin de dépasser cette idée d'une forme d'alignement des formes de la démocratie. Il n'y a aucune raison particulière. Moi, je pense que ce qu'on essaye de pousser là, c'est ce que disait Thomas à l'instant, enfin, vraiment, c'est d'éviter cette espèce d'éloignement progressif de plus en plus net entre l'espace des politiques, de la politique nationale, qui semble de plus en plus vidé en quelque sorte de ses capacités d'action, et puis un espace effectivement européen qui semble de plus en plus à l'écart de la politique nationale et de la politique démocratique. Et d'une certaine manière, on essaye de jeter un pont
de faire le pari qu'aujourd'hui, c'est plus quelque chose entre les souverainistes et les européistes. Que d'ailleurs, de manière intéressante, ce traité, cette proposition, elle a été à la fois critiquée comme un saut fédéral et à la fois critiquée comme un repli souverainiste. Et je pense que tant mieux, d'une certaine manière, parce qu'on essaye de passer dans une troisième voie, dans une ligne de crête, en tout cas, qui est très difficile, mais qui est cette politique transnationale où se loge aujourd'hui la politique, effectivement, en Europe. C'est-à-dire, quelque part, entre des institutions qui pèsent, mais qui ne sont pas toutes soit européennes, soit nationales. Ça peut être la Cour constitutionnelle allemande, ça peut être, la Cour de justice de l'Union européenne, ça peut être la Banque centrale, ça peut être la direction du Trésor, etc. Cette politique, elle est transnationale. Aujourd'hui, cette politique économique, budgétaire, fiscale. Donc, en partant de ces interdépendances transnationales, là, une décision de la banque, de la Cour de Karlsruhe a des effets transnationaux. Elle a des effets en dehors de l'Allemagne. Et bien, du coup, il faut aussi miser sur une politique transnationale. Donc, il faut construire cette institution qui va permettre de construire, de rendre possible, alors, il y a un pari là-dessus, de rendre possible l'émergence d'identités politiques transnationale, une gauche européenne et une droite européenne qui, dans les choix fondamentaux autour de la législation fiscale, budgétaire, économique, vont construire effectivement des formes de solidarité politique. Et c'est cet espace-là dont on veut donner en quelque sorte la possibilité institutionnelle, mais évidemment, juste un point, mais on ne tombe pas dans le fétichisme institutionnel, on ne se fait pas d'illusions sur le fait qu'il ne suffit pas de mettre une institution là pour qu'elle échappe aux forces de gravité de cet espace. Donc il faudra qu'elle soit saisie, il faudra qu'il y ait des dynamiques politiques autour. Mais en même temps, il faut aussi des conditions institutionnelles favorables pour ouvrir un peu cette brèche justement de cette politique européenne transnationale. Enfin, il y a quand même vous avez prévu des dispositions un peu précises sur combien il y a de gens là-dedans et comment ils sont désignés. Oui. C'est-à-dire qu'on est parti. Je pense que je préfère encore donner la parole à Thomas parce que c'est lui qui a fait les calculs les plus savants sur la matière. Donc je botte en touche. Mais voilà. Je peux décrire rapidement oui, c'est vrai, la composition de l'Assemblée telle qu'elle est prévue là. L'article 4. L'article 4, mais qui peut évidemment être modifié dans tous les sens, propose la composition suivante. L'Assemblée parlementaire, l'Assemblée démocratique de la zone euro serait composée à 80% de membres issus des parlements nationaux, à 20% de membres issus du Parlement européen. Et dans les deux cas, seraient répartis en proportion des groupes politiques existants dans le Parlement européen d'une part et dans les parlements nationaux d'autre part. Et en proportion de la population pour ce qui est des représentants des parlements nationaux. Donc très concrètement, sur la minorité démographique allemande et la part de chaque pays dans tout ça, si on est sur 100 sièges issus des parlements nationaux, l'Allemagne c'est 24% de la population de la zone euro, donc ça fait 24 sièges, la France 20%, ça fait 20 sièges, l'Italie 18, l'Espagne 14, donc on est à 76 sièges, enfin 76% de la population pour les 4 plus grands pays, et on continue comme ça, et c'est réparti en proportion des groupes politiques, donc dans la composition actuelle des parlements nationaux, ça donnerait pour l'Allemagne 12 sièges chez CDU-CSU, 8 sièges SPD, 2 sièges Die Grünen, 2 sièges Die Linke, et on continuerait comme ça pour les autres pays. Ça, c'est une solution où on serait sur une assemblée très resserrée, ce qui a l'inconvénient que les petits pays auraient un siège minimum, ce qui serait assez faible. Donc sur une proposition, alors c'est pour ça que la proposition que prévoit en fait le traité, c'est qu'on le nombre maximum de sièges est fixé à 400, ce qui permet d'avoir un nombre de représentants minimum de 3 ou 4 par petit pays, ce qui permet à ce que toutes les sensibilités politiques, y compris pour les plus petits pays, soient rassemblées, ce qui est sans doute la meilleure solution. Bon, après, voilà, la proposition, c'est 80% issus des parlements nationaux, 20% issus du Parlement européen. Certains pourraient vouloir proposer le contraire, certains pourraient vouloir proposer 50-50. Je veux dire que c'est normal qu'il y ait un débat, c'est pas une question technique, c'est une question de fond. On a expliqué les raisons pour lesquelles on pensait qu'il fallait se fonder à titre essentiel sur les députés nationaux, mais c'est pas, voilà, il y a absolument rien de fermé là-dedans. Dans un système institutionnel, ce que ne tranche pas du tout ce traité, c'est
à long terme, si on avait effectivement dans cette perspective de plus long terme que Xavier et Paul aussi évoquaient, bon, imaginons l'impossible, tout le monde a rejoint la zone euro, tout le monde veut avoir le même degré d'intégration fiscale, budgétaire, le Royaume-Uni est revenu en arrière et est reparti. Bon, on se retrouve à 28 ou 29 ou 30 pays avec la Serbie, la Turquie, tout ce qu'on veut. Et tout le monde est dans la zone euro. L'Assemblée de la zone euro, dans ce cas-là, devient une Assemblée européenne, elle n'est plus simplement l'Assemblée de la zone euro. Et il y a par ailleurs un Parlement européen. Comme dans tout système bicaméral, il faut régler la question du rôle de chaque Assemblée, de qui a le dernier mot sur quoi. Le fait de prévoir une représentation du Parlement européen quand même importante, 20% et éventuellement davantage, dans cette Assemblée européenne, qui est aujourd'hui l'Assemblée de la zone euro, prédétermine un petit peu un potentiel rôle de dernier mot, en tout cas sur un certain nombre de questions, pour une Assemblée qui déjà représente une partie l'autre. Donc il y aurait eu une autre solution, qui est d'avoir une Assemblée de la zone euro qui soit strictement issue des parlements nationaux, où là, il y aurait pu avoir des formes de bicaméralisme plus symétriques avec le Parlement européen. Mais tout ça, ce sont des questions dont on ne prétend absolument pas avoir tranché le dernier mot, mais c'est ça l'état de la proposition, en tout cas là. Avant de vous repasser la parole, je voudrais juste dire un mot sur les questions allemandes encore. Il faut bien comprendre qu'elles se posent aujourd'hui assez différemment de la façon dont elles se posaient en 2010, pour deux raisons. C'est d'une part le Brexit. Donc l'Allemagne a joué durant toute cette période et depuis un certain temps déjà assez largement sur l'alliance avec le Royaume-Uni pour protéger une forme d'Europe marché, je dirais, et éviter d'aller trop loin dans d'autres dimensions d'intégration. C'est plus possible. Et l'autre chose qui change et qui est très important à comprendre, c'est ce qui se passe en Pologne et en Europe centrale. C'est-à-dire que l'Allemagne a été très réticente à toute politique qui aille dans le sens d'une intégration plus poussée de la zone euro, parce que pour un chancelier allemand, surtout quand il vient d'Allemagne de l'Est, de l'ex-Allemagne de l'Est, et que Berlin c'est à 60 km de la Pologne, ce qui se passe en Pologne est aussi important que ce qui se passe en France. Mais le tournant assez profond qui est pris aujourd'hui en Europe centrale vers des politiques très eurosceptiques fait que les Allemands n'ont plus d'autre choix aujourd'hui, s'ils veulent protéger la construction européenne, que de se tourner vers la France et de trouver un compromis avec les dirigeants français là-dessus. Le problème qu'il y a eu sur les 5 dernières années, autant que je puisse l'apprécier, c'est surtout que les Français n'ont rien voulu et n'ont rien proposé. Mais c'est pas simplement... c'est un des reproches que je fais, qu'on fait assez régulièrement à François Hollande, mais je pense qu'il était assez représentatif de l'opinion française elle-même. C'est-à-dire que c'est les Français eux-mêmes dans leur ensemble qui pensaient que de toute façon on ne pouvait plus rien changer, plus rien vouloir pour la construction européenne, qu'il y avait juste le choix entre faire ce que les Allemands voulaient ou sortir. Et je pense que c'est une appréciation de la situation du rapport de force qui est tout à fait fausse, et je pense que ce genre d'initiative peut le montrer assez rapidement. Excusez-moi. Alors, allez-y. Merci beaucoup. Excusez-moi aussi, j'ai pas encore lu votre ouvrage, donc si ma question manque de technicité, veuillez m'en excuser par avance. En fait, dans votre proposition, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on reproduit, comme M. Piketty l'a mentionné, un système bicaméral qui existe déjà dans certains États, où on a une chambre qui se spécialise dans la représentation des intérêts, je dirais, régionaux ou nationaux, si on le transpose au Cassis, puis une chambre qui réfléchit à un niveau d'intérêt plus agrégé. Ma question, elle est volontairement simpliste. C'est comment est-ce qu'on explique aux citoyens européens qu'on va reproduire au niveau européen un système bicaméral qui est mis sous tension au niveau national? C'est-à-dire qu'il y a un débat aussi bien en France qu'en Belgique sur l'utilité et la nécessité de réforme de cette deuxième chambre. Et finalement, ça va être assez compliqué d'expliquer aux citoyens européens qu'on est en train de reproduire au niveau européen un système bicaméral qui est lui-même questionné au niveau national. Peut-être juste un élément de réponse, mais je suis sûr que tout le monde en a d'autres. Peut-être un élément de la réponse, c'est de dire que moi je suis pas forcément... Je vois très bien la logique de la question,
mais je ne suis pas convaincue de la pertinence de la transposition. Et je crois que ça répond aussi à d'autres points qui ont été évoqués sur la tension ou la difficile articulation entre le Parlement européen et l'Assemblée parlementaire de la zone euro qu'on propose. L'idée là, c'est le point de départ, il n'est pas forcément... Le point de départ, dans ma compréhension, il n'est pas sur le type d'intérêts qui sont représentés, mais le type d'intérêts qui sont affectés, c'est-à-dire tirer la leçon de la manière dont la crise financière a opéré, c'est montrer que sur des questions qui sont au cœur de ce qui fait la politique nationale, eh bien, les contrôles politiques nationaux ont été dépossédés. Et donc c'est quand même l'argument principal pour dire que l'Assemblée parlementaire de la zone euro, elle est ici composée de représentants des parlements nationaux, c'est de dire que précisément ce qui se joue, ce qui est décidé, ce qui est arbitré au sein de la zone euro, c'est des choses qui affectent directement au niveau national. Et donc je pense que la justification essentielle, elle est là. C'est pas tellement une question de représentation d'intérêts des États, de la même manière que le Sénat français représente les collectivités locales. Enfin, je pense que c'est pas exactement en ces termes que ça se pose. C'est juste un élément de réponse. Paul Magnon. Juste un petit point, mais on a pensé ça aussi. Enfin, je pense que c'était aussi un des points de départ, c'est-à-dire par rapport au blocage institutionnel, législatif de l'Union européenne sur un ensemble de questions, et donc l'utilité qu'il y a du coup à construire justement autour de la zone euro, donc autour peut-être, alors on peut appeler ça avant-garde, mais d'un noyau d'États qui ont envie d'avancer, justement les conditions d'une nouvelle législation européenne qui permettent pas seulement d'assurer des convergences de politique budgétaire sous le signe de l'austérité, mais aussi qui permettent d'assurer une cohésion économique et sociale de l'ensemble de la zone euro. Donc l'idée de cette deuxième assemblée, elle est autour elle est en quelque sorte en complément, en complément face à des formes de blocage qui existent au niveau Union européenne, et en faisant exister cette zone euro qui s'autonomise de fait, en lui donnant du coup le système institutionnel qui lui permet légitimement, démocratiquement, d'avancer avec une législation en matière économique, budgétaire, fiscale, malgré tout, quelque chose qu'on ne peut pas faire si on n'a pas les institutions démocratiques pour le discuter, pour le délibérer. Donc c'est complètement incontournable d'associer en quelque sorte une meilleure efficacité de la zone euro économique, des politiques de cohésion sociale avec des enceintes démocratiques. Tout ça est lié. Mais le bicamérisme, c'est vrai qu'il est en débat dans beaucoup de pays. D'ailleurs, dans une petite note que j'avais envoyée à Thomas, je lui ai dit en fait c'est un espèce de Sénat. Il me dit mais appelle ça surtout pas Sénat parce qu'alors c'est foutu. Alors dans ce cas-là, il n'y a personne qui achètera la proposition. Parce que c'est vrai que le mot Sénat dans le contexte français ou dans le contexte italien, mais le débat est le même avec la House of Lords au Royaume-Uni, il y a un débat aussi sur la Chambre haute en Belgique. Donc il y a une remise en cause de ces secondes chambres dans beaucoup de systèmes. En revanche, dans les systèmes fédéraux, en Allemagne, personne ne remet en cause le rôle du Bundesrat. Au contraire, parce qu'il est précisément ce lieu qui permet de mieux articuler les intérêts des Länder avec celui du Bund, avec celui de la fédération à Berlin. Aux États-Unis, personne ne remet en cause le rôle du Sénat. Et on le voit encore aujourd'hui, le rôle essentiel qu'il va jouer dans des nominations fondamentales comme celle de membres de la Cour suprême, par exemple. D'où, je pense, toute l'importance, et j'y reviens, mais de bien préciser les rôles respectifs des deux assemblées. Si on donne le sentiment qu'elles font la même chose, alors effectivement se posera la question de son utilité. Si en revanche elles ont des rôles qui sont clairement définis, alors je crois qu'on peut vraiment les voir comme des alliés et comme des instances complémentaires. Ça demande, et dans le TEDEM, c'est surtout dans les articles 12 à 14 pour être précis, je pense qu'il y a un peu de fine-tuning qui est encore nécessaire, parce que je crois, moi, qu'il faut laisser au Parlement européen le vote du budget, et je ne vois pas comment on va faire un budget de la zone euro et un autre budget de l'Union européenne, on va entrer dans des choses vraiment très compliquées. Je pense qu'il faut à terme laisser aussi au Parlement européen le vote formel sur les directives et sur tous les textes qui organisent la gouvernance socio-économique, mais qu'il faut en revanche renforcer et spécialiser cette nouvelle assemblée dans les fonctions de contrôle politique en amont et en aval. En amont, et vous l'évoquez déjà dans la proposition, tout ce qui concerne le pouvoir de nomination, par exemple, qui est un pouvoir extrêmement important. Le jour où on politisera davantage le choix
du président de la BCE, etc., du président de l'Eurogroupe s'il devient permanent en plus, pour autant que ce ne soit pas un social-démocrate hollandais qui a perdu les élections, ce qui serait quand même un comble. Et qui raconte il y aura là un enjeu de politisation vraiment important, et ça peut et ça doit se faire, à mon sens, devant des assemblées nationales, parce que c'est une responsabilité essentielle pour elles, et de même, dans le fond, je crois qu'il faut, si on veut hacker le système jusqu'au bout, il faut vraiment s'inspirer du coup d'État. Et le coup d'État, c'est quoi? Le Conseil européen a compris que finalement, le pouvoir final de voter le texte n'est pas tellement important. Le vrai pouvoir essentiel, c'est le pouvoir en amont de définir l'agenda. Et ça, il y a une littérature immense de sciences politiques là-dessus aussi. Le vrai pouvoir, c'est celui qui fixe l'agenda. Et donc, je crois que cette Assemblée, elle devrait mener des débats très réguliers, 2, 3, 4 fois par an. Il faut voir le rythme, il faut entrer un peu dans les détails et la technique, sur les moments où il y a l'agenda législatif, le moment où la Commission européenne propose les grandes orientations de politique économique, parce que ce sont ces moments-là où il faut ouvrir les portes et les fenêtres, et il faut qu'il y ait un vrai débat politique, parce qu'à partir du moment où le programme législatif et les grandes orientations ont été bétonnées, après les textes, ils coulent de source en quelque sorte. Par contre, si vous ouvrez l'agenda, eh bien vous redonnez au Parlement européen, alors, puisqu'on a créé un premier appel d'air, on redonne au Parlement européen l'occasion de repolitiser les textes au moment où ils arrivent. Puis se pose la question éventuellement, pour rejoindre la proposition que vous faisiez tout au début, d'un espèce de pouvoir négatif pour cette Assemblée. Ça existe déjà dans les traités, en matière d'espace de liberté, sécurité, justice, en matière de coopération judiciaire. Les parlements nationaux ont un pouvoir d'alerte et ont même un pouvoir de rejeter des propositions législatives qui touchent à des éléments essentiels des prérogatives nationales. Peut-être qu'il faut aussi donner à cette Assemblée un pouvoir comme celui-là et dire, tiens, la Commission vient avec une proposition d'harmonisation dans tel ou tel domaine, ou vient, je reprends cet exemple, mais il m'a beaucoup marqué, à l'occasion d'un débat commercial, vient en fait avec des propositions qui n'ont rien à voir avec le commerce et qui touchent à la protection de l'investissement et la résolution des conflits entre les États et les multinationales, ça c'est des questions très très importantes sur lesquelles les parlements nationaux qui risquent d'être privés d'une prérogative essentielle doivent être consultés. Pour autant qu'on clarifie le rôle des deux assemblées, je pense qu'elles peuvent comprendre qu'elles peuvent devenir des alliés et pas des adversaires. Oui, juste un point sur quel pourrait être aussi un rôle important d'une assemblée de la zone euro et qui pourrait en justifier pleinement l'existence, à mon avis, c'est simplement le pouvoir de modifier les statuts de la Banque Centrale Européenne. Alors, ça, c'est pas une petite chose, hein, parce que... traité, ça. Oui, non, mais Ça c'est pas une touche un petite peu au chose. traité, mais... Donc, on est hors la logique de faire dans les traités. Hacking, oui. Mais ceci étant dit, c'est quand même un point qui, moi, me paraît très important, parce que, ok, comme Thomas l'a rappelé, on a cru à une époque à la totale indépendance des banques centrales, mais l'histoire a produit différents avatars de ces banques centrales indépendantes, et la Banque Centrale Européenne est aujourd'hui un objet assez unique, puisque pour en modifier les statuts, il faut modifier un traité qui intègre des pays qui ne sont même pas utilisateurs de la monnaie dont la Banque Centrale en question est dépositaire. Donc on est dans une situation qui, de ce point de vue-là, est quand même aberrante juridiquement. Alors elle n'était pas prévue au départ, mais elle s'est révélée. Elle est en partie résolue par la sortie des Britanniques de l'Union européenne, mais elle reste quand même encore présente. Et donc ça me paraît être pour le coup un édifice juridique qui est d'une fragilité énorme. Et d'ailleurs, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a déjà plus ou moins traité de questions autour de ça pour juger, par exemple, pour savoir si le quantitative easing était constitutionnel ou pas. Et elle a fini par dire c'est pas vraiment de notre ressort de répondre à cette question. La Cour de justice européenne a dit c'est pas vraiment non plus de notre ressort. Et donc on se retrouve dans un cas où personne ne peut vraiment prendre une décision. Donc je pense que combler ce vide, et l'avantage de combler un vide, c'est que il y a une forme de nécessité derrière. Combler ce vide pourrait être un moyen d'avancer aussi dans cette démocratisation de l'Europe, de l'Union européenne et de la zone euro. Juste avant de vous repasser la parole, encore un mot sur le débat d'avant, sur le Sénat. Ce qui est plus proche du Sénat américain ou du Bundesrat allemand aujourd'hui, c'est quand même plutôt le Conseil. Est-ce que, si on est dans une logique de Sénat, est-ce que c'est pas simplement de rendre les débats du Conseil publics, d'avoir en théorie. d'avoir un certain nombre de choses... Oui, enfin...
En théorie, je participe aux réunions du Conseil des ministres, c'est public, sauf qu'évidemment, il ne se dit plus rien, puisque c'est public. Donc tout a été dit avant. Donc la question qui se pose, c'est aussi l'articulation entre cette nouvelle Assemblée et le Conseil. Puis la transparence ne produit pas toute seule des effets politiques. Encore faut-il qu'il y ait des groupes pour s'en servir, qui utiliser justement ce qu'on y apprend et politiser du coup la discussion. Donc en soi, le fait de rendre ça public n'a pas d'effet automatique, à mon avis, sur les politiques. Mais je pense en revanche que créer un Parlement, ça a toujours un effet en termes de publicité. Parce qu'un Parlement demande des comptes, un Parlement fait des commissions d'enquête, un Parlement auditionne. Et donc, il se met en position, en quelque sorte, de rendre public, mais aussi, dans le même moment, de politiser des enjeux. Donc, c'est quand même autre chose que simplement les dispositifs de transparence généralisée que propose aujourd'hui l'Union européenne. Ok. Autre interrogation? Bonsoir, Karine Jacquemart, directrice de l'association Foodwatch. Je me posais la question de la mise en perspective de votre projet et des préoccupations sur le CETA, justement, puisqu'il y a besoin d'injecter de la démocratie aussi dans les négociations sur les accords de commerce. Donc le CETA, qui est le précurseur, cet accord de commerce et d'investissement entre l'Union européenne et le Canada, précurseur d'une série de traités dits de nouvelle génération, et qui, entre autres, menace de confisquer une partie des prérogatives des législateurs, à la fois dans les parlements nationaux et au Parlement européen, parce que donnant un certain nombre de nouveaux droits aux multinationales. Et donc, à la fois d'un point de vue financier, économique, et effectivement sur ce rôle des députés que vous amèneriez dans cette nouvelle Assemblée, j'y voyais des liens et je me posais la question si vous les aviez analysés ou si on pouvait jeter là encore un nouveau pont. C'est sans doute un peu périphérique au sujet, mais... Non, je crois que la logique, elle est la même. Sous prétexte de politique monétaire, on fait de la coordination budgétaire. Sous prétexte de coordination budgétaire, on fait de la coordination des politiques économiques et sociales. Et surtout, on va très très loin. Le problème fondamental, c'est pas que la Commission dise des pays membres d'une même union monétaire doivent coordonner leur politique économique, c'est assez logique. Le problème, c'est qu'elle va très très loin dans la prescription. Moi, je me souviens des recommandations, vous savez, ces fameuses recommandations que la Commission faisait à la Belgique, à l'époque où j'étais membre du gouvernement fédéral, et elle dictait dans les moindres détails ce que l'on devait faire en termes de réforme des retraites. Par exemple, en disant il faut élever l'âge de départ à la retraite, il faut modifier de telle et telle manière les mécanismes de formation des salaires. Et donc là, il y avait à nouveau une forme d'abus de pouvoir de la part de la Commission européenne, parce que sous prétexte de recommandation, elle dictait en fait carrément la politique. Et au sein du milieu politique national, vous en avez certains qui résistent, c'était ce qui était mon cas, mais vous en avez d'autres qui disent la Commission a dit, donc on doit être des bénis oui-oui, on doit faire ce qu'a dit la Commission. Et en matière de politique commerciale, c'est la même chose. Sous prétexte d'améliorer ou d'intensifier les échanges de biens et de services. On dit, ah bien, c'est des échanges de biens et de services, il y a forcément aussi des investissements. S'il y a des investissements, il faut les protéger. Si on les protège, il faut régler les problèmes des conflits, etc., etc. Et donc, il y a comme ça une espèce d'extension insidieuse du domaine d'intervention de l'Union européenne qui fait qu'à un moment donné, ces parlements nationaux se trouvent complètement privés de leurs prérogatives essentielles, et ce qui explique que, s'en rendant compte, les parlementaires de ma région se sont rébellés. Il y a peut-être une question qui est connexe à cette question du commerce international et qui est au cœur du sujet de la zone euro, c'est la question du taux de change. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est théoriquement justement un domaine qui est un domaine partagé entre le Conseil et la BCE. Personne ne s'en est jamais servi. Qu'est-ce que vous avez prévu sur cette question-là dans votre projet de traité? Est-ce que vous y touchez ou pas? L'avantage de l'interdisciplinarité, c'est qu'on peut se tourner vers l'économiste. Je vais passer la parole à Xavier. La question du taux de change, elle est, enfin, je ne suis pas sûr qu'elle soit aujourd'hui centrale, parce que d'une certaine façon, la délimitation des pouvoirs a déjà été faite, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne est censée mettre en œuvre les mesures techniques, et elle est censée, sur les stratégies de change, s'appuyer sur les décisions du Conseil. On n'a jamais donné. Alors, qui ne lui en a jamais donné, mais là, parce que le problème, c'est pas un problème institutionnel en l'occurrence, c'est un problème idéologique ou de conception de la politique économique. Et donc, bon, alors d'abord, à la Banque Centrale, on est convaincu qu'on ne peut pas avoir d'action sur le taux de change. Bon, mais de toute façon, ils sont censés intervenir si jamais le Conseil leur demande. Et au Conseil, on est convaincu par l'argument donné par la Banque Centrale. Bon, voilà, mais là, je ne pense pas que ce soit un problème institutionnel, c'est un problème de conception de la politique de change.
c'est forcément un des premiers problèmes où ta logique de dire votre truc ça suffit pas se posera, quoi. C'est-à-dire que si on fait une assemblée de la zone euro et si on renforce politiquement la gouvernance de la zone euro, il faut forcément y mêler la question du taux de change. Oui, non, mais il faut forcément l'y mêler, mais je pense qu'elle n'est pas aujourd'hui de façon centrale institutionnelle, elle est de la façon dont on conçoit les politiques de change aujourd'hui, donc en tout cas en zone euro. Bon, après, les politiques de change, c'est un domaine compliqué parce que ça n'a jamais été un domaine dont se sont emparés les parlements. Les pays dans lesquels il y a des politiques de change qu'on soupçonne actives, que ce soit le Japon ou les États-Unis, il n'y a pas de décision du Parlement, il n'y a pas de commission d'enquête du Parlement, il n'y a pas de loi édictée par les parlements dans ces pays-là qui disent le change doit être tel que ce qu'on a décidé. Et c'est souvent des opérations qui sont menées par les banques centrales en rapport avec les gouvernements, donc, mais qui sont vraiment du domaine, disons, réservé à l'exécutif. Donc là, encore une fois, dans une conception, moi, ce qui me paraît important, c'est d'avoir une conception assez stricte des rôles respectifs, c'est-à-dire on doit avoir un exécutif qui est capable de dire je veux mener une politique de change, même si c'est illusoire, et puis éventuellement on peut avoir un parlement qui va contrôler l'exécutif en disant ce que vous avez fait, c'est bien, c'est pas bien, on n'est pas d'accord, et on en tiendra compte dans la prochaine nomination qu'on fera à la tête de la Banque centrale, parce qu'on tiendra compte de cet élément-là. Mais on ne peut pas mettre comme général de chef d'armée une commission parlementaire. On doit avoir un général de chef d'armée qui prend ses responsabilités et qui ensuite est revu, évalué et éventuellement nommé. Mais il faut arriver à quand même, à recréer encore une fois, les pouvoirs peuvent s'exercer si les contre-pouvoirs sont là pour leur donner toutes leurs prérogatives, mais ils ne doivent pas empêcher les pouvoirs de s'exercer. Une fois, Oui, non, mais juste, un des enjeux, c'est quand même, ce sur quoi on a insisté dans le TEDEM, justement, c'est que cette assemblée de la zone euro ait la capacité aussi de participer à l'ordre du jour, à l'établissement de l'ordre du jour de l'Eurogroupe, des sommets de la zone euro, c'est-à-dire, du coup, puisse participer à l'écriture un peu du programme dans lequel ensuite les décisions de ces institutions vont être prises. Donc je suis d'accord qu'il faut que les deux institutions aient chacun leur rôle, mais je pense que malgré tout, un Parlement a aussi un rôle justement d'initiative et de co-construction de l'agenda. Et je le dis d'autant plus que malgré tout, effectivement, par rapport à ce que disait Paul Magnette, on s'est aussi appuyé sur certains échecs ratés du Parlement européen, c'est-à-dire malgré tout son incapacité maintenue encore aujourd'hui à faire l'agenda politique, parce qu'il n'a pas la capacité à être l'initiative des lois, parce qu'il est un peu pris dans le jeu de négociation avec la Commission, et d'une certaine manière, on a voulu aussi tirer quelques leçons de certains des... Et donc, on peut pas... du coup, je pense qu'il vient... l'idée, c'est aussi de donner à cette Assemblée de la zone euro une capacité d'entraînement. Une capacité d'initiative et du coup une capacité d'entraînement qu'aujourd'hui le Parlement européen n'a pas parce qu'il n'est pas capable justement d'imposer son agenda aux autres institutions. Bonjour, ma question est portée plus sur les liens que pouvait avoir le traité de démocratisation avec une démocratie plus directe et la société civile. Est-ce que, j'en ai lu une partie, ça ne parlait pas tant de démocratie, des liens avec la société civile aussi bien dans ses meilleurs jours, que ce soit contre, par exemple, les traités de libre-échange non négociés, comme de la simple vulgarisation économique et politique, ou dans ses pires formes, c'est-à-dire sous forme sous couvert de société civile, de nombreux lobbies industriels ou financiers qui viennent alors aux portes de ce Parlement de la zone euro. Comment en fait peut-on légiférer pour essayer d'avoir un certain équilibre entre ces deux types d'intervention de société civile, tout en restant dans un cadre institutionnel?
C'est un peu difficile de garantir par la voie institutionnelle la possibilité de faire le départ entre la bonne et la mauvaise société civile. Il ne faut pas attendre trop des règles juridiques. Donc il n'y a pas de mécanisme institutionnel qui permette de faire la distinction que vous soulignez. Mais des vous contrôles. n'avez pas prévu de droit de pétition ou de choses comme ça? Non, mais là je pense que c'est tout simplement un peu au-delà du périmètre qu'on s'est assigné. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Cela étant, il y a déjà des mécanismes pour le coup qui existent dans le cadre des traités européens. Donc ils ne sont pas remis en cause là. Ils existent, mais ils sont très faibles. Donc, l'initiative citoyenne, ça permet à des citoyens d'un nombre minimal d'États de l'Union de signer une pétition et puis de demander à la Commission d'agir. Mais toute la difficulté, c'est celle-là, c'est que c'est une initiative indirecte. Les citoyens peuvent se mobiliser. Il y a des pétitions qui ont été signées par plusieurs millions de citoyens un peu partout à travers l'Europe, et donc ça a cet effet de mobilisation de la société civile très fort. Mais après, c'est la Commission qui veut ou ne veut pas donner suite, et c'est le Conseil qui veut ou ne veut pas voter les propositions de la Commission. Et donc il y a une dilution très forte dans la mécanique telle qu'elle est là. C'est pourquoi je suggérais aussi peut-être que cette Assemblée, si on la dote d'une initiative législative, puisse avoir la même prérogative que la Commission. C'est-à-dire quand il y a une initiative citoyenne, si la Commission dit « moi je n'y donne pas suite », alors l'Assemblée pourrait dire « bien moi je la reprends et je vais la remettre dans le jeu institutionnel ». Enfin, le seuil a été atteint, mais après... Il n'en a rien été fait, voilà. Et, enfin, pour revenir sur l'idée des pouvoirs négatifs, alors qui est une expression négative, mais je pense que ce serait plus des pouvoirs de défense de principe. On peut très bien imaginer que cette institution serait chargée de défendre ces principes et qu'elle pourrait être saisie par des citoyens au nom de la défense de ces principes et ensuite de s'emparer de la question et d'y donner suite. Donc pas nécessairement de donner suite à une pétition ou à une demande particulière qui serait signée par même des millions de personnes, mais de dire, effectivement, on attire notre attention sur ce problème-là et à ce moment-là, on peut ensuite donner suite parce qu'on estime qu'il y a violation d'un principe fondamental. Et que donc ça justifie de. Est-ce que c'est pas pour le coup le rôle d'une cour constitutionnelle? Enfin, on n'a pas du tout. C'est la question que j'allais poser. C'est pas a priori le rôle d'un parlement. Ça serait le rôle d'une cour constitutionnelle s'il y avait une constitution. Oui. Non, mais donc, du coup là aussi, ça fait partie de ce à quoi, d'une certaine manière, dans le projet, on n'a pas du tout été. Mais les parlements nationaux ont déjà, selon le traité, aujourd'hui, en principe, le pouvoir de veiller au respect du fameux principe de subsidiarité, de proportionnalité. Exemple, oui. Ils le font très peu, et donc à nouveau, une assemblée pourrait donner plus de substance à un principe qui est déjà inscrit dans le traité. Qui? Oui, bonsoir. Hugues Faller, je suis élève à l'école. Je voulais rebondir sur les taux de change et l'importance de l'Assemblée dans la prise de décision. Est-ce que vous avez pensé à intégrer les pays comme le Danemark, je crois que je ne me trompe pas, qui ont un taux de change fixe avec la zone euro dans cette Assemblée ou non? Et qu'est-ce qu'on fait parce qu'ils sont quand même concernés par les décisions de la zone euro? Non, simplement, non, j'ai pas. La seule chose auquel on a réfléchi, pas spécifiquement au cas danois, mais au fait de maintenir des formes de coordination avec les États membres de l'Union européenne, dont effectivement on a souhaité. Enfin, je pense que c'est important qu'il y ait également une délégation de parlementaires qui soient des observateurs. Justement, et donc associés aux discussions des observateurs issus des parlements nationaux des autres États de l'Union européenne non représentés, enfin non membres de la zone euro. Donc il y a des formes de... L'enjeu, c'est simplement, enfin encore une fois, ce genre de traité ne peut pas faire plus que simplement commencer à réfléchir à un nouvel équilibre des pouvoirs, mais en même temps, du coup, rendre possible des formes de collaboration avec l'Union européenne ou avec les États de l'Union européenne. Et c'est en ce sens-là qu'on a pensé à ce statut d'observateur qui devrait permettre de maintenir le lien. Mais voilà. Il y a des dernières interventions, questions? Bonsoir, merci beaucoup pour toutes ces présentations et toutes ces explications. Je trouve ce débat absolument passionnant et vitalisant. Voilà, ça fait du bien d'avoir des propositions. Ma question est la suivante. Quelle suite vous envisagez par rapport à votre proposition de traité? J'ai compris que vous aviez envie de le faire grandir, mûrir, de le propager. Et ma question, c'est quelle est la mécanique qui pourrait faire aboutir cette proposition?
très bonne dernière question, à moins qu'il y ait, des gens qui aient des regrets et des envies. Déjà pour commencer, mais ça c'est pas dans la poche. Qu'est-ce qui se lance, Thomas? Enfin, moi, juste un point de la dynamique, et ça, c'est pour le coup très largement aussi grâce à la dynamique éditoriale, c'est parce que ça, pour le coup, on va faire un parlement des parlements nationaux, une démocratie des démocraties nationales, sans passer par la traduction, et pas par la possibilité que ce texte soit effectivement diffusé dans d'autres langues, et pas seulement en anglais. Et donc, bon, le texte, en l'occurrence, est déjà disponible en anglais, mais on a, grâce au seuil, je crois déjà la perspective d'une traduction très rapide en italien, en allemand, même je crois en serbe, en espagnol. Donc du coup, ce qu'on espère, c'est que voilà, dans chacun des États membres s'engage cette discussion et qu'on puisse effectivement rebondir bien au-delà du contexte de la présidentielle française. Oui, pour insister là-dessus, c'est vrai qu'en quelques semaines, quelques jours, le Seuil non seulement a fabriqué ce livre, ce qui était quand même une aventure incroyable, puisqu'on en a parlé la première fois un lundi après-midi, et le jeudi suivant, 10 jours après, le livre était livré physiquement, matériellement. Et entre-temps, on avait envoyé quand même le PDF du livre le lundi suivant, et en 3 jours, c'était fabriqué. Enfin, et tout ça, une semaine après, il y avait déjà des traductions en 5 ou 6 langues. Enfin, en tout cas, c'est parti très vite en espagnol, en italien, en allemand, dans les principales langues de la zone euro et en dehors. Donc, je trouve que ça, c'est quand même encourageant parce que ça montre qu'il y a un besoin de débat, il y a un besoin pour essayer de sortir de cette sinistrose qu'on a sur l'Europe, où en gros c'est soit tout explose, soit c'est le statu quo, on peut rien changer, de montrer que oui, non, il y a une voie moyenne, c'est pas forcément la réforme complète, il faut garder en tête le plan complet, il faut absolument garder en tête l'articulation générale, mais voilà, il y a des façons d'avancer entre les deux, donc voilà, moi je pense que ce genre d'initiative peut contribuer à l'avancée du débat. Après, voilà, on va voir en Italie, vous allez aller, Antoine et Stéphanie, en Italie. On a beaucoup de demandes au Portugal, dans d'autres pays. En Allemagne, le débat est déjà lancé sur plusieurs sites de discussion, plusieurs blogs spécialisés en droit européen, en droit public. Donc je pense que ces questions font leur chemin et voilà, j'espère que tout ça va aller le plus loin possible. Juste dire, moi, un des points que j'ai appris dans cette écriture complète du traité, et c'est aussi pour rebondir à un des points que disait Xavier tout à l'heure sur le fait que c'est important aussi dans cette construction européenne de bien montrer que le but, c'est pas de tout uniformiser, que cette espèce de droit des pays à continuer d'avoir leur politique, elle est importante. Et moi, un des points importants que j'ai appris dans l'écriture de ce traité, c'est que quand on transfère à cette assemblée de la zone euro cette capacité de voter une assiette et un taux de l'impôt sur les sociétés, ça n'enlève absolument pas le droit des pays à ajouter un taux additionnel pour leur propre budget. Et de façon plus générale, enfin ça on le précise dans le traité, et de façon plus générale, on peut tout à fait imaginer, parce que là c'est un prototype ces articles, c'est-à-dire on fixe des compétences très spécifiques qui sont affectées à l'assemblée de la zone euro. On peut en ajouter d'autres. Donc en matière de fiscalité, on peut imaginer qu'il y a d'autres impôts sur lesquels la concurrence fiscale est très forte, sur les plus hauts revenus, sur les plus hauts patrimoines, enfin on peut imaginer toutes sortes de choses, sur lesquelles on peut avoir des transferts similaires de compétences, mais ce qui ne veut pas dire que chaque pays perd son droit à s'en saisir tout seul. C'est-à-dire concrètement, si l'Assemblée de la zone euro veut aucun impôt sur les sociétés avec un taux zéro, ça n'empêche évidemment pas chaque pays de le faire. Si l'Assemblée de la zone euro refusait de se saisir d'une compétence pour créer un impôt sur le patrimoine, ça n'empêche pas une Assemblée nationale d'avoir son ISF si elle le souhaite. Enfin, donc ça, c'est important, le fait que ce mécanisme de transfert à une Assemblée de la zone euro donne des choses en plus, donne des marges politiques, des marges politiques en plus, mais ne retire pas des marges politiques aux parlements nationaux. Et je crois que ça, c'est important de réfléchir à chaque transfert de compétences, justement autrement que comme un transfert de compétences, plus comme un espace de droits supplémentaires, mais qui ne retire pas des droits. Là, en l'occurrence, le seul droit que ça retire, c'est le fait de bidonner son assiette de l'impôt sur les sociétés dans son coin. Donc effectivement, si on veut un taux additionnel au niveau de chaque pays, il faut que ce soit basé sur la même assiette que celle qui a été votée pour l'Assemblée commune. Mais là, pour le coup, je crois que tout le monde a compris que bidonner dans son coin, ça, c'est vraiment un jeu à somme nulle qui ne rapporte à personne. D'où l'idée de
là, de ce transfert. Mais il faut le faire de façon, c'est de la porcelaine tout ça, hein. Il ne s'agit pas de transférer en bloc tout. Donc voilà, moi c'est un des éléments dans l'écriture de ce traité que j'ai mieux compris à quel point c'était possible. Et comme Xavier, tu avais mentionné ce point-là tout à l'heure, je voulais rebondir finalement là-dessus. Et voilà, merci à tout le monde d'être venu. Je demandais simplement à Paul Magnet de quelques éléments sur cette question, sur est-ce que ça peut déclencher une dynamique plutôt il faut l'espérer. On attribue à Victor Hugo cette phrase qui dit « Rien n'est plus fort, rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue ». Donc il faut se dire que l'heure doit être venue de cette idée-là. En tout cas, il y a une attente clairement de démocratisation, il y a une attente aussi de changement de cap des politiques économiques et budgétaires de l'Union européenne. Donc il y a un fond qui est là, et les traductions, au-delà du fait évidemment quand c'est signé par Thomas, qui est une star mondiale aujourd'hui, ça facilite les traductions, mais il y a clairement une attente. Il faut maintenant, pour que ça prenne, si on voit les initiatives précédentes, parce qu'on prend par exemple le projet Spinelli qui était signé en 1984, qui a quand même malgré tout eu une influence de long terme très importante sur l'évolution de l'Union européenne. Le moment où ça bascule, c'est le moment où il y a une appropriation plus large. Et donc il faudrait que des parlements nationaux, qui sont les premiers concernés, s'en saisissent et qu'il y ait un débat dans les commissions des affaires européennes de ces parlements qui se disent ça nous intéresse. Il faudrait aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais le dialogue social, les organisations syndicales qui ont tout intérêt aussi à avoir ce type de représentation complémentaire pour se faire mieux entendre qu'elles sont entendues aujourd'hui, se disent c'est une bonne idée. Et puis ensuite, il y a un effet de dissémination et il n'y a plus qu'à trouver des hommes et des femmes pour le porter, mais ça c'est une autre question.